On dit qu'à 14 ans, il écrit être Chateaubriand ou rien. Il sera bien plus le petit Victor. On se rappelle des paroles d'Henri Guillemin, ce grand historien qui bouleverse notre connaissance avec notre cher ami du jour. On n'en a jamais fini avec Hugo, disait Henri. Alors Hugo, c'est l'un des fils d'une femme de la petite bourgeoisie. Sophie Trébuchet est fermement royaliste, chrétienne et plus encore voltairienne. C'est une femme intelligente qui perçoit tout le potentiel de son jeune Victor Hugo. Le père est un général d'empire, toujours en mouvement. On ne sait pas s'il est athée, croyant, probablement athée. Il est rarement là, dans tous les cas, sans cesse emporté par sa fougue de soldat. Alors la mère, Sophie, va se prendre d'amour pour un autre général, un peu plus présent, un républicain qui sera même plus tard exécuté par l'empereur. Ce général, il s'appelle aussi Victor, Victor de Lahorie. Il deviendra l'amant de Sophie Trébuchet et se rapprochera des enfants à qui il enseignera même le latin. Victor sera une effigie pour le jeune Victor Hugo et on retiendra l'image d'un homme sage de Victor Hugo. On a cette image de ce vieil homme barbu, aux cheveux grisonnants, un peu pêle-mêle, résultat d'une existence faite de rêves, de contemplation, d'intenses réflexions, combats intellectuels. Mais durant sa vie, Victor, il est bon bourgeois, il est bien peigné, rasé de près. C'est un homme civilisé qui n'a pourtant aucun dédain du bas peuple, bien au contraire. Aujourd'hui, je reçois Chanoine. Chanoine, le grand ami de Victor Hugo. Alors mon cher, raconte-nous comment il est le jeune Hugo. Qu'est-ce qu'il anime? Oh, bonjour Socrate. Oh oui, qu'est-ce qui anime Hugo? La vie, en général. Et dans la vie, évidemment, les lettres. Il aime les lettres, il aime les mots. D'ailleurs, il m'a appelé chanoine. C'est une petite touche d'humour envers la religion. Hugo était croyant en Dieu fermement, mais en vrai Dieu, pas à la mousse de la religion. Alors les lettres, oui, ben, il est très doué, hein. Dès l'âge de 15 ans, il participe à des concours poétiques. Il est très doué, il gagne des prix. Et il a réussi même à gagner un prix à 16 ans aux Jeux floraux de Toulouse. Alors, c'était quelque chose d'important, ça, les Jeux floraux de Toulouse. Toute la bourgeoisie s'animait là-dedans. Ah là là, gagner les Jeux de floraux, c'est un peu comme gagner un concours Gallimard. Et à l'époque, ça va lui apporter surtout une rente, de l'argent. C'est très important. Parce que sa mère, elle n'a pas tant que ça. C'est une petite bourgeoise, mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Et c'est un peu d'argent qu'il va gagner grâce à cette joute orale, enfin, cette poésie qu'il va écrire. Eh ben, il va lui permettre d'avoir à 20 ans un petit peu d'argent qui va lui permettre de faire son premier rêve, de réaliser son premier rêve. Et ce premier rêve, c'est de se marier. Et oui, se marier parce que c'est si jeune, mais il avait rencontré une fille qui va vraiment l'émerveiller, hein. Elle s'appelle Adèle. Adèle Fouché. Fouché, c'est une famille proche de sa mère, une famille où les Hugo vont très souvent passer le week-end et discuter ensemble. Et les enfants jouent, ils jouent ensemble. Et Hugo est complètement fou amoureux de cette jeune fille. Ce jeune fille avec qui il ne peut pas se marier puisqu'il n'a pas d'argent, hein. Les deux familles ne veulent pas que ces jeunes fous puissent aller dans une vie commune. Et grâce à ce concours qu'il gagne et cette rente qui va lui arriver, eh ben, il va pouvoir épouser Adèle, le grand rêve d'Hugo. Et d'ailleurs, il va lui faire des enfants, beaucoup d'enfants, 5 tous les 2 ans. Et il va être fou de ça, parce que Hugo est fou de la vie. Et comme tu le disais, Hugo, bah, il a un maître, il a vraiment un personnage, un auteur, un génie à qui il veut ressembler à tout prix, hein. Être Chateaubriand ou rien, ben oui, c'est Chateaubriand. Alors il est jeune, il a un petit peu d'argent pour vivre avec sa femme, Adèle, et il a très peu quand même pour pouvoir faire autre chose, mais il va quand même voir Chateaubriand. Ah, il faut qu'il aille voir Chateaubriand. Et comme tous les jeunes auteurs de l'époque, tous les jeunes romantiques même, on dira, aller voir Chateaubriand, c'est comme aller voir la princesse dans un château. Il faut déjà affronter le monstre, le dragon, celle qui fait peur, qui terrifie tous les jeunes. Cette femme, c'est la femme de Chateaubriand.
Oh là là, j'ai bien griffé d'ailleurs. C'était une femme qui, la pauvre, bon, elle était frustrée évidemment dans sa vie. Et elle vivait du titre d'être la femme de Chateaubriand. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait pour pouvoir bloquer un peu cette jeunesse folle d'auteurs qui venaient voir son mari? Eh ben, elle les utilisait et elle leur vendait des chocolats. Le crois-tu? Des chocolats. Et oui, tout à fait. Parce que la femme de Chateaubriand avait développé pour une œuvre de charité, effectivement, une petite artisan de chocolat. Et ce chocolat était vendu pour les œuvres de charité, hein, parce que Chateaubriand aussi, à la fin de sa vie, il avait beaucoup de problèmes d'argent. Malgré tout, ben, sa femme donnait beaucoup à ces œuvres de charité. Et pour vendre ça, ben, elle obligeait toutes les personnes qui voulaient voir le grand maître, son mari, à acheter des tablettes de chocolat. Et mon pauvre Hugo, il n'avait pas d'argent, il avait juste assez d'argent pour manger. Et voilà qu'il est obligé. Un jour, il revient, il me raconte, ah, sais-tu, mon beau chanoine, j'ai dû payer 15 francs de tablettes de chocolat. Alors 15 francs à l'époque, c'était l'équivalent à peu près de 20 jours de nourriture. Comment expliquer à Adèle qu'il a dit dépenser 15 jours de nourriture pour le simple plaisir de voir le grand maître? Ah oui, c'était un dragon, la femme de Chateaubriand. Alors, qui est Victor Hugo? Qui est mon maître? Il s'est défini lui-même d'une phrase qu'on retrouvera beaucoup quand on va lui parler. Qui est Victor Hugo? Eh ben, c'est une force qui avance. C'est vraiment ça. C'est toujours ça. Hugo, il aime s'amuser, il a de l'humour, il aime les chats, il m'aime beaucoup, évidemment. Je suis toujours son esprit, celui qui va l'amener à réfléchir et à se replonger dans ses textes. Et puis, il se lie d'amitié avec beaucoup de jeunes créateurs, des jeunes nouveaux, des nouveaux talents. Et ces nouveaux talents, c'est les romantiques, bien entendu. Alors évidemment, lui, il arrive parmi ces romantiques, tous un peu bohèmes, tous un peu fous, un peu dandy, comme on dira à l'époque, plus tard. Mais lui, il n'est pas comme ça. Lui, il est sobre, il est bien peigné, et c'est une force de passion, de volonté. Et du coup, mais sans le vouloir, tout le monde le suit. Ah, il est Hugo. Eh bien, il s'investit à fond, comme dans tout ce qu'il fait. Il s'investit à fond, il s'investit à fond dans son amour avec moi, l'amour des chats, il s'investit à fond dans la littérature, et ça prend beaucoup de temps. Et son mariage va en souffrir. Évidemment. Chanoine, c'est vrai, tu en étais le premier témoin. Alors, la vie de Victor Hugo, elle n'a pas été toujours la même. Elle a été presque très ennuyante au début. Surtout, il a eu des très chastes fiançailles qui a duré plus de 3 ans. Victor, dans sa jeunesse, c'était ce grand poète qui écrivait des phrases absolument incroyables déjà à 15 ans, 16 ans, 18 ans. Il a eu des succès incroyables. Iglab est vierge, mais il écrit énormément. Il lui a fallu au moins 150 lettres à sa belle qui lui résiste. Et comme tu l'as dit, petit à petit, le temps faisant son effet, elle résiste un petit peu moins, Adèle. Et elle est enceinte tous les 2 ans. Avec 5 enfants à charge, c'est normal qu'elle se lasse. Il se surpasse pourtant pour elle. Il continue à écrire des poésies diverses et même son premier grand recueil. Donc, elle l'aura énormément inspiré, Adèle. Elle est de moins en moins portée sur la chose cependant. Et Victor, encore jeune, il a la fougue. Elle se définit elle-même comme la femme la plus ordinaire qui existe. Et très vite, après ses 5 enfants, elle signifie à Victor qu'elle fera chambre à part. Elle prend les devants au bout d'une dizaine d'années en cédant à Sainte-Beuve, l'ami du poète, pourtant. Et ça, Victor Hugo, ça va lui faire très très mal. Il est doublement trahi. Ce qu'il écrira, Victor Hugo, après cet affront de la part d'Adèle, qu'il aura refusé et pourtant se jette dans les bras d'un autre. Je pense des femmes comme Vauban des citadelles. Toutes sont faites pour être prises. Toute la question est dans le nombre de jours de tranchées. Il est tranchant, Victor Hugo, d'ailleurs. Alors, ça va être quoi sa réponse? Eh bien, aussi simple qu'elle puisse paraître, il va se diriger vers une nouvelle femme. Et une femme non des moindres, qui partagera très longuement sa vie. Chanoine, dis-nous, qui sera celle qui l'appellera amoureusement mon admirable Toto? Juliette Drouet. Juliette Drouet, oui, c'est une jeune comédienne ravissante. Il a rencontré lors de lecture de sa pièce, Lucrèce Borgia. C'était au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Ah, c'est un coup de foudre réciproque. Moins de 2 mois plus tard, elle devient sa maîtresse. 2 mois, la tranchée n'a pas duré si longtemps. Comment elle est, cette Juliette Drouet? Moi, je pourrais te dire qu'elle aimait les chats. Ça devrait suffire, n'est-ce pas, Socrate? Bien sûr, Mais heureusement. heureusement. Mais je laisse la parole. Je vais te lire un petit mot un ami de toujours. Hein. On pourrait presque dire un combattant romantique auprès d'Hugo. Son ami Théophile Gautier. Théophile Gautier écrit: La tête de Mademoiselle Juliette est d'une beauté régulière et délicate. Il la rend plus propre au sourire de la comédie qu'aux convulsions du drame. Le nez est pur, d'une coupe nette et profilée. Les yeux sont diamantés et limpides. La bouche d'un incarnat humide et vivace. Reste forte, petite, même dans les éclats de la plus folle gaieté. Comment Hugo aurait-il pu résister à une telle jeune femme? Et comment aurait-elle pu résister à un tel romantique qui lui écrit tout le temps, comme il écrit d'ailleurs à sa femme, comme il écrit d'ailleurs à beaucoup de monde, notamment à d'autres femmes déjà. Et Juliette, eh bien, elle va le suivre un peu partout, elle va le suivre même toute sa vie. Et bon, Hugo est un peu jaloux, donc elle va même arrêter sa carrière pour rester avec lui. Alors, il y a un livre d'un humain, Michel Vinocq, qui raconte dans son texte, Le Monde selon Hugo, la difficulté de la vie de Juliette. Et c'est vrai que c'est pas évident pour elle. Et il écrit une phrase très belle que je me permets de te lire. Souffrant toujours de l'absence de son amant, préoccupé de son œuvre et ne se doutant pas de ses frasques, malgré sa jalousie. Et oui, parce que Victor est volage. Et pendant un certain temps, elle ne va pas du tout savoir ce qu'il fait. Il va faire beaucoup de choses. Notamment, toutes les femmes qui passent seront justement objets de sa tranchée pour pouvoir les séduire. Il veut posséder, Hugo veut posséder. Et il va même disputer les faveurs d'une autre actrice, en l'occurrence Alice Ozy. Alice Ozy, c'est la maîtresse de Charles, son fils. Et par rapport à son fils, Alice va tomber dans les bras du père. Et le Charles va être tellement triste, étant son fils. Hugo va être très mal aussi. Et donc, il va redonner le moral à Charles en le faisant profiter d'une maîtresse à lui, une ancienne maîtresse à lui. Charles sera content de cet échange. Mais c'est Hugo, c'est tout Hugo. Et il va courir dans tous les sens, penses-tu? Il court pour la politique, il court pour les écrits, il court pour le combat romantique, il court pour les femmes, il court pour sa famille, il court tout le temps. Et puis, il va rencontrer une autre femme encore, Léonie. Alors Léonie, c'est une aventurière, c'est tout à fait une femme folle, faite pour lui, une femme de rêve, une femme d'excès. Et il dira d'ailleurs de Léonie, son prénom commence par Lion et il finit par Harmonie. C'est Léonie. Sauf que Léonie, elle est mariée. Bon, lui aussi, me diras-tu. Mais lui, il a été trahi, donc il peut se permettre. Léonie, elle est mariée à un peintre avec lequel elle a fait tout un voyage en perdu dans les glaces astrales, où elle va d'ailleurs écrire de ces glaces. Et certains des textes, des phrases que Léonie va écrire, Hugo va les reprendre plus tard dans le texte de son grand roman, L'homme qui rit. Dans ce passage où il écrit la neige. Et il m'a demandé, moi, son chat, comment écrire la neige. Je lui ai dit, mais regarde les textes de Léonie. Ton ami Léonie avait déjà écrit. Et Léonie, malheureusement, son mari est très, très jaloux. Il avait raison d'être, visiblement. Et il va envoyer un huissier pour faire constater la trahison de sa femme. Et là, ça devient grave parce que à l'époque, évidemment, les femmes étaient poursuivies, pas les hommes, mais les femmes. Et elle a dû faire quelques mois, un peu de prison et quelques mois dans un couvent. Et pire que ça, le juge va lui retirer ses enfants, la garde de ses enfants. Et c'est leur père qui va les garder et qui va pas les garder tellement puisqu'il va les mettre en pension. Ça va être très difficile pour Léonie. Hugo va l'aider, il va être près d'elle. Mais tout en étant près d'Adèle, sa femme, de ses enfants, et tout en étant près de Juliette, évidemment, et tout en écrivant, et tout en prenant part à la politique, et en s'occupant de son chat, moi, chanoine. Il était partout. Et là, le problème, c'est que dans cette guerre qui va l'opposer avec ce peintre, Marie Cocuffier, eh bien, un paquet de lettres. Alors, est-ce du Marie Cocuffier, est-ce d'Adèle? On ne sait, mais en tout cas, les lettres vont parvenir à Juliette. Toutes les lettres d'amour que Hugo a écrites à Léonie. Et pour Juliette, évidemment, c'est dramatique. Adèle encore, c'était habitué. Quelque part, c'est elle qui avait fait chambre à part. Hein. Quelque part, ne l'avait-elle pas poussé à vivre autre chose? Mais Juliette, non. Juliette avait vécu sa vie pour lui. Elle avait tout donné pour lui. Et quand elle lit ses lettres, elle part dans Paris. Elle est perdue. Elle ne sait où elle est.
Et voilà, Hugo, encore lui, son grand Hugo, court dans Paris pour la retrouver et il jure qu'il sera tout le temps avec elle et c'est elle sa maîtresse principale, c'est la femme de sa vie. Et ben il réussit évidemment à la ramener avec lui et il va traîner un petit peu hein, entre Léonie et Juliette et puis bon, on en parlera plus tard, mais la prise de pouvoir de Napoléon III, le coup d'État, va faire que ben, c'est Juliette qui va permettre de trouver les papiers qui vont lui permettre de s'échapper de France où il risque sa vie. Et Juliette va le suivre partout. Et c'est elle qui va rester jusqu'à la fin avec Adèle. Malgré ça, il va continuer à avoir des femmes, il a besoin de posséder. Et on saura par exemple qu'à plus de 60 ans, il a une aventure avec une femme de 20 ans. Elle s'appelle Marie Merci. Ce sera une domestique. Alors on sait bien que les domestiques à cette époque, peut-être même aujourd'hui d'ailleurs, n'avaient pas tout à fait le loisir d'éviter les ardeurs de leur maître. Sauf que Hugo n'était pas méchant. Il avait besoin de ça, de cette activité, mais il n'était pas méchant. Et quand, plus tard, quand Marie Merci sera interviewée par des journalistes en lui disant mais votre rapport avec Hugo, qui avait 60 ans, elle dira mais vous savez, on ne faisait pas que ça, on parlait. Car Hugo parle. Par Hugo enflamme les hommes et les femmes. Hein. Les hommes aussi, parce qu'il a des vues énormes, et les femmes, parce qu'il est pas importante pour lui. Et donc, elle lui pardonne peut-être un peu sa folie. Et Hugo, oui, fait attention aux femmes. Et d'ailleurs, c'est par une anecdote de janvier 1841, une anecdote qu'il a marquée dans ses carnets. Hein. Il appelle ça la boule de neige. Il est là, il sort d'une discussion très importante, hein, d'une discussion littéraire avec des gens importants de Paris, où il soigne sa gloire, évidemment, son argent, sa célébrité qui lui permet de vivre, de permet de payer sa famille, de faire vivre sa famille, de faire vivre Juliette, de faire vivre beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Et il attend son fiacre et il neige, il fait très froid. Et là, il voit une jeune femme, une prostituée, habillée évidemment avec une robe légère pour attirer le chaland. Et il voit que cette prostituée, un jeune homme bien habillé de la bourgeoisie, se permet de tourner autour et de l'insulter, de la rabaisser. Est-elle si différente de lui parce que c'est une prostituée? Et il va même jusqu'à prendre une boule de neige, à faire une boule de neige de sa main et à le tirer dans le dos de la jeune femme et de la mouiller avec cette neige dans un moment où il fait si froid. De l'humilier. Alors, la jeune femme s'énerve, elle lui crie dessus, ils se battent, ils se bousculent. Et là, un sergent de ville accourt. Et qu'est-ce qui se passe? Une prostituée et un homme de bonne famille? Que crois-tu, Socrate? Comme à ton époque en Grèce antique qu'à mon époque, le sergent entraîne la prostituée au commissariat. Et le jeune, évidemment, s'en va tranquille, retourner à sa famille ou dans sa maison bien chaude où il peut raconter ses phrases en se moquant de cette pauvre être, la pauvre prostituée qui est amenée dans ce commissariat. Et Hugo sait, il sait très bien ce qui se passera. Cette jeune femme, prostituée, que personne ne protège, elle sera envoyée en prison pendant 3 mois. Elle sera humiliée encore plus. Et pourquoi? Pour avoir été agressée. Hugo ne peut pas accepter ça. Mon Hugo, il marche au commissariat et il va dire au commissaire très froid, aux allures d'un certain Javert, plus tard. Le commissaire lui dit, mais monsieur, ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas, c'est une prostituée, tout le monde s'en fout. Eh ben non, Hugo, lui, ne s'en fout pas. Et il dira, moi j'ai vu ce qui s'est passé, c'est elle l'agressée, elle doit être relâchée. Alors, le futur Javert lui dira, mais qui êtes-vous, monsieur? Pour qui vous prenez-vous? Et Hugo lui dit, pour qui je suis? Mais je suis Victor Hugo, moi, monsieur. Victor Hugo, un homme de la haute bourgeoisie maintenant, un homme reconnu, un homme devant qui tout le monde lève son chapeau. Et Javert, le futur Javert, le commissaire lui dit, ah d'accord, si c'est comme ça, prenez le risque de signer et je la relâche. Eh bien, Hugo va signer. Il va ne pas avoir peur de dire, cette prostituée que je défends, elle a été agressée. Et ça, vois-tu, mon cher Socrate, c'est le début d'une œuvre immense. C'est le début des Misérables. Incroyable. Mais avant d'édifier l'une de ses œuvres les plus colossales, Victor Hugo, il fait déjà sensation. Alors déjà, il fait sensation avec les poèmes, on l'a dit, et même en 1830. Parce qu'il n'écrit pas seulement des romans, des poèmes, il écrit aussi du théâtre, Victor. Il joue Hernani en 1830. Hernani, c'est un drame romantique en vers qui bouleverse les codes et déclenchera même ce qu'on appellera la bataille d'Hernani. Alors la bataille d'Hernani, c'est l'ensemble des polémiques
qui ont eu lieu autour de cette pièce. Ça a enflammé les journaux, les penseurs, les littéraires, tout le petit monde qui s'intéressait de près ou de loin au théâtre. Victor Hugo n'est peut-être pas l'initiateur de ce bouleversement entre les classiques et les romantiques. On a déjà eu la preuve que Corneille avait envie de bouleverser tout cela, Molière, Marivaux. Mais l'ampleur que prennent les réactions liées à la pièce d'Hernani sont incroyables. Alors on pourrait en parler des heures. Décrire la tenue provocante de son grand ami Théophile Gautier lors de la première le 25 février. Il serait arrivé avec les cheveux longs, un gilet rouge bien pétant qui aurait fait sensation. J'aurais aimé assister à cette première représentation. On m'en a beaucoup parlé et tu sais à quel point j'adore les humains voir se mêler, se battre, se siffler. Ils sont tellement puérils parfois. Et même à cette représentation, il y aura la légende selon laquelle Balzac se serait ramassé un trognon de chou en pleine poire. Mais bon, on retiendra surtout un événement majeur dans le bouleversement des codes du théâtre. Hugo, dans ses carnets, tu étais peut-être là pour l'assister, il écrivait « Le public siffle tous les soirs, tous les vers ». Incroyable. Comment pouvons-nous représenter une pièce de théâtre si on se fait siffler tous les vers? Ça devait être absolument effroyable. Et ces vers, ils font sensation. Rien de mieux que de faire réagir plutôt que de céder place à l'indifférence. C'est déjà une victoire pour Victor. Et il y a dans la salle, la moitié sont ses ennemis, l'autre moitié sont ses supporters. Tout le monde s'insulte, se siffle. C'est un vrai capharnaüm. Et son œuvre, petit à petit, elle devient même une référence dans les journaux. À chaque fois qu'on a envie de critiquer une œuvre, des paroles de qui que ce soit, eh bien, on fait référence à Hernani. On va dire dans les journaux, absurde comme Hernani, monstrueux comme Hernani, niais, faux comme Hernani. C'est incroyable. Et je pense que Victor Hugo devait peut-être même au fond s'en réjouir qu'il soit ainsi affiché de partout. D'ailleurs, un soir où il était en compagnie de Joanny, son acteur qui joue le personnage de Louis Gomez dans la pièce Hernani, celui-ci lui tiendra ce discours pour essayer de calmer les impulsions de Victor Hugo et ses critiques des journaux et de ses grands opposants. Joanny, il dira « Monsieur Victor Hugo, le vieillard maintenant ignoré qui remplissait il y a 200 ans le rôle de Don Diego dans le Cid n'était pas plus pénétré de respect et d'admiration devant le grand Corneille que le vieillard qui joue Don Ruy Gomez ne l'est aujourd'hui devant vous. » C'est incroyable d'entendre de pareilles paroles. Devant ces grands bouleversements, est-ce qu'on peut penser, Chanoine, qu'il y a certains codes d'écriture que Victor Hugo suivait, ou alors était-il juste pénétré et emporté par un lyrisme débordant? Ah oui, comme tu dis, un lyrisme débordant, un lyrisme impressionnant, une force descriptive. Hugo, c'est une tempête. D'abord, il veut tout expliquer, tout le temps. C'est presque une machine tellement il veut absolument tout expliquer. Et dans son lyrisme, dans sa passion qu'il fait transmettre par les mots, eh bien, il est plus fort que tout. Il est une force de la nature. Alors, tu parlais d'Hernani. Mais Hernani, c'est bien Hugo, c'est une bataille. Oui, bon, je l'ai vu, la Hernani, qui était derrière, caché, tout en haut du théâtre. Oh là là, il faut que tu saches une chose, c'est que on a parlé de bataille, mais c'en est une. Il faut voir qu'à l'époque, on avait tout le travail qu'on appelait la claque. La claque, c'était des gens qui étaient payés pour applaudir, huer ou faire des remarques pendant une pièce de théâtre. Et les auteurs payaient ces gens-là, et d'autres auteurs payaient pour pouvoir casser le succès des autres auteurs. C'était un narratif, c'était le système. Et Hugo, il va contre ce système. D'abord, bon, ben, il va casser les vers alexandrins. Hein, donc, évidemment, jusque-là, c'est Molière, c'est Corneille, c'est Racine, l'alexandrin, le merveilleux alexandrin. Sais-tu que dans Hernani, on a des vers qui sont comme cela. Une princesse qui dit « On vient par la porte dérobée ». Où est l'alexandrin? On entend déjà les gens choqués dire mais qu'est-ce que c'est? De comment parle-t-elle? D'ailleurs, Hugo n'aura pas peur de mettre des courtisanes dans ses pièces de théâtre. Il va casser toutes les normes
de l'écriture. Parce que lui, il veut le vrai, il veut le puissant. Il se fout de la forme. Et d'ailleurs, pour revenir avec la claque, Hugo va casser ce système. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ah ben, il va amener aussi les siens, évidemment. C'est une bataille. Mais lui, il ne va pas payer des gens pour pouvoir faire du bruit ou pour pouvoir lâcher des insanités. Il va amener des amis. Il va amener Gauthier, Théophile Gauthier, évidemment, l'éternel combattant, l'éternel maréchal de Hugo. Il va amener des gens comme Berlioz, il va amener Alexandre Dumas, il va amener ses amis qui, eux, vont défendre aussi la pièce, mais pas payer. Ils vont le défendre avec le cœur. Et ça va être, effectivement, cette bataille d'Hernani va marquer. Et ça va faire sa publicité, encore une fois. Parce que Hugo est bien vu par tous, mais il est aussi de l'autre côté, du côté des romantiques et du côté de tous ceux qui veulent voir autre chose. Alors tu me disais, pour résumer, qu'est-ce qui est Hugo en fait? Qu'est-ce qui compte pour Hugo? Eh bien, Hugo va le dire lui-même. Il va aller au-delà de les formes. D'ailleurs, quand il est à Guernesey, il envoie ses textes à son éditeur. Et son éditeur lui dit, mais il y a des fautes d'orthographe, monsieur Hugo, quand même. Vous, à l'Académie, vous, celui qui sera d'ailleurs considéré par tous comme l'auteur de la France, le grand écrivain français qui fait des fautes d'orthographe. Mais pourriez-vous vous relire? Qu'ose-t-il dire à Hugo, à mon Hugo? Oh, moi, je dormais tranquille dans mon panier. Et quand Hugo a lu ça, il s'est écrié comme un dieu heurté par une fourmi. Et il va écrire cette phrase géniale. Il va dire, l'orthographe, savez-vous, c'est la science des imbéciles. Que voulait-il dire par là? Une seule chose. Et je te dirais, ça répond à ta question. Une seule chose. Pour Hugo, c'est le fond qui compte, pas la forme. Et oui, tu l'as très bien dit, Chanoine. Pour ça, il a été très facile pour Victor Hugo de refléter ses paroles, notamment dans la plupart de ses grandes œuvres. On parlera la prochaine fois de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris commence avec le beau, le noble, le courageux. Et soudain, on a ce personnage, Quasimodo, qui est laid, madade, et qui va pourtant s'éprendre de la belle, qui va tout faire pour elle. Pareil, dans Les Misérables. Qui est ce personnage? Jean Valjean, un bagnard, mais peut-être pas un criminel. Il veut se venger de la société et on verra qu'il deviendra sans doute bon au fil des péripéties des Misérables. On aime l'incendie d'Hugo ou le sec de Céline. Rarement les deux à la fois. Avoir du style, c'est amener le fond à la surface. Et on terminera par ces mots. Pour la prochaine fois, introduire les grandes œuvres d'Hugo. On va s'y intéresser de plus près, Chanoine. D'ici là, moi, je pense que je vais aller chasser une souris parce que j'ai un petit creux.